Alors, Monsieur Karim Zeribi, bonjour. Bonjour. Alors, la diaspora, une richesse inexploitée par le passé et même marginalisée. Les choses changent déjà par la Constitution qui a supprimé l'article 61 qui avait été souvent décrié par la diaspora, considérant que c'est une sorte d'exclusion. La diaspora, c'est une véritable force sur laquelle doit aujourd'hui s'appuyer l'Algérie. Elle doit se mobiliser. Monsieur Karim Zeribi. Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation. Très heureux d'être sur Chaîne 3 dans votre émission ce matin. C'est un honneur pour moi. Votre question sur la diaspora me paraît fondamentale dans le contexte de l'Algérie, qui est un projet aujourd'hui qui est vocation à rayonner. L'Algérie nouvelle doit s'appuyer sur toutes les potentialités, à la fois potentialités à l'évidence des Algériens d'Algérie, mais aussi des Algériens de l'étranger. Et la diaspora a pris note des signes positifs qui lui étaient envoyés, et je suis convaincu qu'elle est disposée, avec toutes les compétences qui existent dans tous les domaines, qu'à participer, je veux dire, au rayonnement nouveau de l'Algérie, parce que le contexte, on va en parler certainement, à la fois géopolitique, et puis les réformes qui ont été engagées par le président Tebboune et le gouvernement, donc nécessitent qu'on puisse additionner des compétences, des personnalités d'horizons divers, pour faire en sorte que l'Algérie puisse exploiter ses potentialités. Je veux dire, on le sait, l'Algérie a des atouts qui sont considérables et doit jouer un rôle majeur. C'est doit être une puissance, non pas régionale, mais moi je le dis sans forfanterie, l'Algérie a le potentiel pour être une des nations qui compte dans le monde aujourd'hui. Alors, l'Algérie, une puissance régionale, l'Algérie nouvelle, s'ouvre à tous les Algériens de l'intérieur, de l'extérieur, où qu'ils soient. C'est important aujourd'hui, cette nouvelle vision de cette nouvelle Algérie qui est aujourd'hui répercutée au niveau de la diaspora algérienne, Monsieur Karim Zeribi. C'est très important parce qu'on ne peut pas toujours vivre sous le sceau de l'espérance. C'est important d'espérer, mais c'est aussi très important de voir les choses se traduire en actes. Et là, on voit qu'il y a des choses qui ont été engagées. Bon, je peux vous donner quelques exemples en tant que membre de la diaspora. Je suis venu dernièrement en Algérie au moment du championnat d'Afrique, le CHAN, et j'ai vu déjà des infrastructures émerger que je ne connaissais pas en Algérie. Des stades fabuleux, une organisation top niveau. Tout ça, d'abord, fait chaud au cœur, fait plaisir, rend fier. Nous le sommes déjà, mais de surcroît, là, c'est sur des choses très concrètes. Et je pourrais prendre d'autres exemples. On sent que dans le domaine de l'agriculture, les choses bougent, que dans le domaine du tourisme, les choses aussi s'ouvrent. Vous avez une ligne aérienne aujourd'hui entre Paris et Janet, donc direct. Il y a aujourd'hui une volonté à la fois d'ouverture et une volonté de réformer le pays pour libérer les énergies. Et les énergies, Dieu sait qu'il en a en Algérie, parce qu'il y a une jeunesse algérienne qui est vivace, qui va à l'université, qui est prête à assumer des responsabilités, et il y a une diaspora qui n'attendait que ça. Les signaux sont envoyés, j'ai envie de dire, même si tout reste à faire, les chantiers sont engagés, et c'est déjà beaucoup. Alors les chantiers sont engagés, quel pourrait être aujourd'hui l'apport de la diaspora par rapport à cette Algérie qui est en mouvement aujourd'hui, Monsieur Zeribi? Je pense qu'on a aujourd'hui des femmes et des hommes qui ont acquis des expériences dans des domaines divers. Je pense à la santé, que vous savez, en France par exemple, nous avons 30% des médecins qui sont étrangers, et pour une grande partie algériens. Donc ces Algériens-là ont des compétences, rayonnent. Moi je pense à Hakim Benhamer par exemple, qui est le chef du service cardiologie de l'hôpital Foch à Suresnes, qui est le président des cardiologues en France. C'est un Algérien. Ben, moi je suis fier de voir Hakim Benhamer, mais Hakim Benhamer, il doit, il peut, et je sais qu'il en a la volonté pour en avoir parlé avec lui, apporter à l'Algérie. Sur le plan économique, vous avez des Algériens qui ont des entreprises fabuleuses en France, qui créent des emplois, qui créent des richesses, qui innovent. J'ai rencontré un Algérien là, qui avait inventé un processus, il est en partenariat avec les Chinois, pour lutter contre la sécheresse. Il fabrique de l'eau, avec l'air atmosphérique, il fabrique de l'eau. Donc tous ces gens-là, et je pourrais en donner des centaines, des milliers d'exemples, donc sont à la disposition de l'Algérie. Et je suis convaincu que si l'Algérie leur envoie quelques signes positifs, comme c'est le cas aujourd'hui, ils sont prêts à venir en Algérie, à entreprendre, à investir en Algérie, avec des Algériens, dans une approche gagnant-gagnant, au service de cette grande nation. Et l'Algérie, on le sait, est passée par des moments très difficiles, les a toujours surmontés. Et là, moi, je considère que le contexte géopolitique, avec la guerre en Ukraine, a
repositionner quelque part l'Algérie sur la scène internationale, parce que l'Algérie, bon, on sait, c'est une puissance énergétique, mais au-delà, encore une fois, ça la remet dans le concert des nations qui comptent et qui pèsent dans le monde. Toutes ces opportunités, elles doivent aujourd'hui se cumuler, s'additionner. Donc, et on doit, à mon avis, dans les prochaines années, mais on le sent, c'est la volonté du président, dans sa prise de parole, dans ses discours, je veux dire, on va de l'avant, on est sorti de l'immobilisme. Il faut trouver cette stabilité qui restaurera la confiance et qui permettra aux uns et aux autres de trouver sa place en Algérie. Il y a cette possibilité-là, il ne faut pas s'en priver. Alors justement, vous abordez la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut considérer que cette guerre a fait émerger des pays et sombrer d'autres, comme c'est le cas actuellement au niveau du plus vieux continent qui est l'Europe, Monsieur Zeribi? C'est évident pour moi. D'ailleurs, je suis toujours très surpris, je vais vous faire cette confidence, de constater qu'il y a quelques élites qui gardent en référence le modèle occidental. Permettez-moi de vous dire que moi je suis né en France, je suis français d'origine algérienne. Je suis fier d'être français, fier d'être d'origine algérienne, mais j'essaye d'avoir, en tant qu'observateur, une analyse un peu lucide de la situation. Moi, je considère que le continent occidental aujourd'hui, que le continent européen, que l'Occident, avec les États-Unis et l'Europe, sont en perdition, voire en décadence, sur un certain nombre de sujets. Et donc, je ne comprends pas qu'on en fasse toujours, j'avais de dire, un peu un élément de référence. Sur le plan civilisationnel, je pense qu'il y a un continent africain qui doit aujourd'hui s'assumer, qui doit innover, qui doit inventer un contre-modèle. Et je peux vous le dire, sur le plan culturel, avec tous les débats qui traversent la société française aujourd'hui, sur le genre, qui est abordé à l'école, cette question qui est sensible, on est un certain nombre à être taxé un peu de conservateur, parce que pour nous la famille a de l'importance, ça a du sens, un garçon est un garçon, une fille est une fille, un homme est un homme, une femme est une femme, et évidemment qu'il faut se battre pour l'égalité des droits et des devoirs de tous, et que le féminisme en tant que tel n'est pas à remettre en question. Évidemment que c'est un progrès, mais là c'est pas de ça dont il s'agit. C'est une évolution culturelle qui est dangereuse, qui est inquiétante. Et je prendrai les questions économiques, je prendrai la question des services publics. Les services publics français sont en perdition. Nous n'avons plus une offre de santé telle que nous l'avions. On voit bien que sur le service public de l'éducation nationale, les choses se discutent. Pareil sur la sécurité. On n'avait jamais vu des fonctionnaires de police manifester. Donc cette réalité-là, elle doit interpeller sur le continent africain et dans les pays du Maghreb, et en Algérie en particulier, pour dire que il faut cesser de faire du modèle occidental un modèle de référence. Nous n'avons pas été vertueux en matière de développement, sur le plan écologique. Nous allons dans le mur. Et on voit bien les limites. On a un appauvrissement de la société, on a des PME qui ont du mal à s'en sortir. Alors on a un grand continent où le capitalisme rayonne, prospère, avec des grandes entreprises, où la finance, évidemment, a pu prospérer. Mais est-ce que c'est ça l'objectif d'une société? Ou est-ce que c'est être au service des citoyennes et des citoyens avec des perspectives d'avenir pour la jeunesse, avec une forme de prospérité collective? Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un modèle inventé. L'Algérie a la capacité. Moi, je vais vous dire, je suis toujours frappé. L'Algérie, elle a un pays fantastique. Moi, je peux pas être régionaliste. J'ai des origines kabyles, j'ai mon père qui est de Ouedsouf, qui est né à Skikda. L'Algérie, elle est belle dans sa diversité. Donc, on peut avoir un pays sur le plan touristique exceptionnel. Il ne faut pas faire un tourisme de masse, il faut faire un écotourisme, un tourisme de qualité, donc de haut niveau. Prenez la question économique, on a tout. Le pétrole vert est en Algérie, c'est l'agriculture. C'est le pétrole vert de l'Algérie. Et à côté, on a des énergies telles que le pétrole et le gaz. Prenez les nouvelles technologies, on a une jeunesse qui est férue sur ces questions-là. Tous les sujets, aujourd'hui, laissent à penser que l'Algérie doit devenir une puissance à l'échelle planétaire. Moi, je veux que l'Algérie trouve cette ambition qui dépasse le cadre d'être simplement un pays qui pèse sur le plan régional. L'Algérie peut inventer un modèle, il faut le faire avec humilité, il faut le faire avec conviction et avec force. Mais comment inventer ce modèle? Il faut associer toutes les forces vives du pays, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, Monsieur Zeribi, parce que ce que vous dites aujourd'hui suscite énormément de bonheur et d'espoir de l'entendre de quelqu'un qui vient de l'étranger vers notre pays. Monsieur Zeribi, même si vous n'avez jamais rompu les liens avec l'Algérie. Non, je n'ai jamais rompu. D'ailleurs, il faut savoir qu'à
quand même que la diaspora, ça nous fait du bien de revenir en Algérie. Moi, je suis là pour 3 jours, je respire l'air d'Alger, je vois des amis dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde de l'administration. C'est toujours un plaisir. Je vais retourner à Paris, continuer mes émissions, rencontrer je dirais mes amis français, mais je vais leur parler de l'Algérie, mais de l'Algérie réelle. Pas de l'Algérie fantasmée. Mais parce que là aussi, l'Algérie fantasmée, c'est une Algérie qui est attaquée. Mais cette Algérie fantasmée, telle que vous le dites à l'instant, monsieur Zeribi, excusez-moi de vous avoir interrompu, c'est aussi, elle est véhiculée essentiellement par les médias? Pas essentiellement. Je pense qu'il y a des élites qui n'ont pas d'intérêt à ce que l'Algérie émerge, à ce que l'Algérie rayonne. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. L'Algérie est un pays, depuis l'indépendance, qui a adopté sur la scène internationale des positions envers lesquelles elle ne s'est jamais démarquée. C'est un pays qui est non aligné, c'est un pays qui est pour l'autodétermination des peuples, c'est un pays qui a toujours pris fait et cause. Qui a des principes sur lesquels elle est attachée. Qui a des principes et qui n'a jamais varié d'un iota. Ces principes sont respectés dans le monde. Mais ils dérangent, ces principes-là aussi. Parce que on préfère voir des pays soumis donc aux puissances occidentales. Et l'Algérie, il y a certaines nations, certains continents qui ne savent pas comment attraper l'Algérie. L'Algérie entretient de bonnes relations quasiment avec tout le monde, avec Ouidistance. C'est intelligent. Et puis ce pays, il est toujours debout alors qu'il a traversé des crises considérables. Qui peut se relever de 10 années noires avec le terrorisme? Qui peut se relever j'avais dit dire, de contestation sociale de l'ampleur du Hirak qui a été exemplaire en la matière. Et là aussi, je veux dire, ça n'a chagriné plus un. Quand il y avait le Hirak, il y avait des millions de personnes dans la rue, et il n'y avait pas de casse, pas de heurts, pas de bagarres. Les rues étaient propres après, on voyait les manifestants nettoyer les rues. Vous avez vu en France, les débats que nous avons, les Black Blocs, les Gilets jaunes. Il y avait 10 fois moins de personnes dans la rue, et 10 fois plus de casse. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des confrontations d'une violence inouïe. Donc, c'est pour ça que je le dis et je le répète, que les Algériens, je dirais, adoptent cette volonté avec les élites intellectuelles, les élites médiatiques, les élites politiques, les élites économiques, avec cette jeunesse qui émerge, que je rencontre lorsque je vais en Algérie, que l'Algérie invente un modèle sans complexe. Il faut aller dans cette direction. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Et il faut ne pas s'en priver et créer ce lien entre la diaspora, qui est partout dans le monde, qui rayonne, et l'Algérie des Algériens. Et justement, c'est cette passerelle qu'il faut aujourd'hui créer, puisqu'on a vu que l'État a accordé au cours des 3 dernières années un intérêt particulier à la communauté nationale établie à l'étranger, en prenant des mesures importantes visant à renforcer ses liens avec la patrie et l'associer en tant que force d'influence et de proposition au processus de développement engagé actuellement. C'est ça qu'il faut créer impérativement aujourd'hui, puisqu'on l'a vu, les liens sont rétablis depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. Tout à fait, oui. Plusieurs mesures aussi attractives qui permettent aussi aux Algériens de venir au pays. On l'a vu dernièrement. Bien sûr. Après, il ne faut pas tout attendre de l'État algérien. Hein. On a aussi une responsabilité. Hein. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Vous connaissez la phrase de Kennedy. Hein. Donc, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Et non pas ce que le pays peut faire pour toi. Et pas toujours ce que le pays peut faire pour toi. Et je pense qu'en l'occurrence, il faut créer des ONG, il faut créer des structures, il faut créer des structures d'interface, des structures passerelles, pour faire en sorte que les gens puissent exercer pleinement leurs compétences au service de l'Algérie. Et encore une fois, dans tous les domaines. Je veux dire, moi, je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui brillent, qui rayonnent, qui sont fiers d'être algériens. On a toujours été fiers quand même de nos origines. Faut pas l'oublier. On le voit quand il y a la réussite, par exemple, au match. Quand on bat des équipes au niveau du match. On le voit quand il y a des équipes au niveau du match, mais on le voit aussi, je dirais, par rapport au fait que lorsqu'on a une notoriété à l'étranger, on a envie que cette notoriété puisse bénéficier aussi à l'Algérie. Voilà, donc et ça, c'est quand même une dimension sur laquelle il faut s'appuyer. C'est un ressort fantastique. Il y a un potentiel humain qui est considérable. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Karim Zeribi, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment, à tout de suite. Alors justement, monsieur Karim Zeribi, pour ceux qui vous suivent ce matin sur nos ondes, ils vous reconnaissent. Vous êtes bien sûr éditorialiste, commentateur également sur CNews. On vous voit souvent par rapport à vos débats. Et dans vos débats aussi, vous réagissez, puisque vous avez été à un moment
moment donné très proche de la communauté algérienne en France. Vous avez été même un élu au niveau de Marseille. Vous avez toujours reproché ce rapport qu'a la France avec l'immigration. C'est une sorte d'exclusion ou c'est une immigration que, avec la vision française, une immigration plutôt choisie? On ne prend que ce que nous voulons. Non, mais c'est après, ça l'approche. que je sois clair, moi j'ai toujours eu un discours assez direct, sans langue de bois. Moi j'ai été élu local à Marseille, député européen. Aujourd'hui je suis dans les médias. Que chaque nation souveraine fasse le choix de réguler ses flux migratoires, ça me paraît normal. L'Algérie le fait avec l'Afrique subsaharienne, tous les pays le font avec leurs frontières, c'est la maîtrise de ses frontières. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Mais qu'on se serve de l'immigration, tel un sujet, j'ai envie de dire, un peu bouc émissaire, pour expliquer tous les mots MAUX de la société, je trouve ça répugnant. Ça me révulse, et je le dis. Et je le dis avec force et conviction, parce que l'immigration, ça n'est pas qu'un problème en France. C'est aussi un atout, c'est une chance. Sans l'immigration, c'est une réussite aussi. Mais c'est une réussite, mais sans l'immigration, l'économie française ne fonctionnerait pas. Il faut qu'on se le dise. Je veux dire, vous prenez tous les secteurs d'activité, sans les immigrés, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, la France ne fonctionnerait pas. C'est Bernard Tapie qui avait dit, à l'époque, si les immigrés s'arrêtaient 10 jours de travailler, il n'y aurait plus d'économie en France. L'économie serait totalement à l'arrêt. Donc il faut qu'on entende ça. Les immigrés, c'est dans l'immense majorité des femmes et des hommes qui respectent les lois de la République française, qui cotisent, qui contribuent au développement du pays, au rayonnement de la France, et qui sont respectueux des droits et des devoirs que la République impose à tous. Alors après, vous avez effectivement des minorités, mais des minorités qui sont partout, qui sont délinquantes, qui sont pas respectueuses des règles, qui ne bossent pas, évidemment. Mais est-ce qu'on doit, pour une minorité, que tout le monde veut combattre, les immigrés en situation légale eux-mêmes veulent les combattre, ces gens-là, est-ce qu'on doit généraliser, essentialiser l'immigration en expliquant, sur toutes les antennes de France et de Navarre, que l'immigration est un problème et que si demain nous n'avions plus d'immigrés, la France serait une puissance à l'échelle de la planète? C'est faux. C'est faux. Et donc moi je me porte en faux parce que je trouve que c'est injuste. Alors je porte cette voix, mais je dirais la même chose quand les Français parlent de l'islam. Ils parlent toujours de l'islam tel un problème. Mais excusez-moi. On l'associe au terrorisme. En l'associant au terrorisme et puis en l'associant aussi à une vision, je veux dire, salafiste uniquement. Non. Là encore une fois, 99,9% des musulmans en France vivent leur croyance, leur foi dans la sérénité, dans le respect des règles. L'islam est une religion de paix, d'amour, progressiste, si on la prend telle qu'elle est en réalité. Alors après, certains utilisent l'islam à des fins politiques, à des fins de terrorisme. Mais encore une fois, ceux-là ne sont pas représentatifs des musulmans. Et donc, je me tue à répéter, encore une fois, sur tous les débats, que nous devons combattre le terrorisme, mais pas les musulmans. Nous devons combattre les délinquants, quelles que soient leurs origines, pas les immigrés. Donc, et quand je leur dis ça, ça les dérange. Parce que je remets, pardonnez-moi l'expression un peu provocatrice, et je le dis comme ça, l'église au milieu du village, parce qu'ils aiment bien cette expression. Donc, et la réalité, c'est que je crois aujourd'hui que nous devons nous affirmer le fait que la France, ben, elle a aussi évolué, elle a changé, et elle est composée de femmes et d'hommes d'origines diverses. C'est la force de ce pays. Alors, ils ne veulent pas le reconnaître, mais la réalité, elle est là. Encore une fois, sans les immigrés et sans les gens issus d'immigration, la France ne serait pas ce qu'elle est. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte actuel, que cette islamophobie, cette montée d'islamophobie risquerait de constituer une menace pour notre communauté à l'étranger ? Mais si, encore une fois, on ne remet pas les points sur les i et les barres sur les t, évidemment qu'on va partir sur des discours qui sont des discours extrémistes, d'exclusion, qui vont fracturer la société française. Mais encore une fois, l'islamophobie, vous prenez un terme qui fait débat en France. L'islamophobie, c'est pour moi pas la critique de l'islam. L'islamophobie, c'est des discriminations. C'est des humiliations, c'est le rejet des musulmans. C'est ça l'islamophobie. Et certains vous disent, mais il n'y a pas d'islamophobie. Vous traitez d'islamophobes ceux qui critiquent l'islam. Mais pas du tout. Mais que le débat sur l'islam, il est ouvert. Et je dirais même que moi, j'ai aucun souci avec ça, j'ai pas de tabou. Qu'on débatte de l'islam, de la manière, effectivement, dont certains musulmans pratiquent leur religion. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, vous avez une femme voilée, qui mène ses enfants à l'école, qui travaille, qui est diplômée. Ben, elle va poser problème à certains. Alors qu'elle est respectueuse des règles,
Une femme qui porte le voile, une femme qui ne le porte pas. On peut avoir deux musulmanes qui sont respectueuses de l'islam. Laissons-les pratiquer leur foi. Et vous avez la même chose sur des jeunes. Là, vous avez le ramadan et le football. Vous avez quand même vu les polémiques. Comme si le ramadan était né cette année ou très récemment. Chaque année, vous avez des footballeurs qui font le ramadan. Et il y en a un d'ailleurs qui rayonne sur la planète, qui est d'origine algérienne. Ça les dérange beaucoup. C'est Karim Benzema. Il fait le ramadan. Et il met tous les matchs, il met des buts. Donc c'est un des plus grands attaquants au monde. Il a été exclu de la Coupe du Monde. Je ne vois pas que le ramadan le gêne dans ses performances sportives. Mais encore une fois, on veut aller chercher un problème avec ceux qui sont musulmans, ceux qui sont immigrés. La France, elle doit régler ses problèmes. Et elle doit les régler sans chercher des boucs émissaires. Et je vous l'ai dit, nous avons un continent aujourd'hui qui est en décadence, qui ne va pas bien. Et la guerre en Ukraine montre la dépendance des pays de l'Union européenne quasiment sur tous les sujets. On ne produit plus, nous n'avons plus d'industrie. Donc on dépend de la Chine, on dépend de l'Inde, demain de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut se remettre en cause sur son propre modèle et ne pas chercher sans cesse des boucs émissaires. Mais l'Algérie, dans ce contexte, doit de protéger sa communauté, d'être proche de sa communauté, puisqu'on sait que la communauté algérienne en France, c'est l'une des plus importantes. On recense l'équivalent de 7 millions d'Algériens qui sont en France. Vous pointez quelque chose d'important parce qu'on a eu, par le passé, le sentiment que notre pays d'origine s'intéressait peu à nous. Il faut le dire, hein, parce qu'il faut aussi se dire les choses. Aujourd'hui, ça tend à changer, et c'est bénéfique. On n'a pas eu de soutien des organisations consulaires jusqu'à présent, et il n'y a pas eu de voix qui était portée même de l'Algérie, de la part d'intellectuels, de la part d'élites, sur le sort de la communauté algérienne à l'étranger, en France en particulier. Les Marocains l'ont fait beaucoup plus que nous. Ils sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés. Alors que nous sommes plus nombreux et nous avons de plus belles réussites. Il faut le dire. Les réussites maghrébines en France sont principalement algériennes. Elles ne sont pas seulement que dans le football. Hein. Et pas seulement dans le football. Hein, j'ai donné tout à l'heure l'exemple dans le domaine de la santé d'un très grand cardiologue. Je pourrais vous en citer. La directrice de l'Institut Pasteur. Mais exactement. Hein, Yamina, qui a été désignée directrice générale. Dans tous les secteurs, vous avez des Algériens qui rayonnent. Il faut aujourd'hui créer cette passerelle entre l'Algérie et cette diaspora. Mais justement, pour créer cette passerelle, la visite du président de la République en France, attendue au mois de juin prochain, elle est très attendue par la communauté. Elle est très importante pour tisser justement ces liens, pour discuter avec cette communauté par rapport à ses préoccupations, ses besoins aujourd'hui. Tisser le lien. Elle est très attendue, je crois, par la diaspora, effectivement, installée en France, mais aussi, plus largement, par les Français. L'ensemble des Français qui regardent l'Algérie évoluer, retrouver une stabilité, une Algérie en mouvement. Et cette Algérie en mouvement l'interpelle. Et moi, pour en parler avec... Qui se détache aussi de l'ancienne force coloniale. Bien sûr, qui se détache. Diversifie aussi et qui diversifie ses partenariats. On a vu les relations avec l'Italie, on a vu les relations avec la Turquie, on a vu les relations avec les États-Unis, avec l'Allemagne, toutes ces grandes nations. Entier, oui. Donc l'Algérie avec l'Afrique aussi, puisqu'on se retourne aujourd'hui vers l'Afrique. Évidemment, hein, donc on peut même... Et beaucoup d'Africains sont aujourd'hui dans notre pays. L'Algérie peut être même une puissance qui permette à l'Afrique de rattraper le temps perdu, comme on dit. Hein, l'Afrique aux Africains, c'est notre slogan. Exactement, mais il faut que l'Algérie installe des unités de production sur son sol pour ne plus dépendre là aussi des importations. C'est pour moi un des plus grands chantiers aujourd'hui de l'Algérie, c'est créer des unités de production, créer des emplois pour les Algériens, utiliser les compétences de la diaspora et rayonner sur le continent africain. Je pense que l'Algérie peut être ce hub aussi entre l'Europe et le continent africain sur le plan du transport logistique, les choses qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Encore une fois, ces potentialités de l'Algérie, elles sont plus à démontrer. Tout le monde les reconnaît. Et il était temps que l'Algérie se mette en mouvement, qu'on ait une Algérie, j'ai envie de dire, oui, nouvelle, mais aussi, je dirais, créatrice de projets. Et le président, au cours de ce mandat, il a quand même vécu 2 ans de Covid. Quand vous avez 2 ans de Covid, c'est l'économie de la planète qui est à l'arrêt. Il a été malade pendant plus de 7 mois, me semble-t-il. Nous avons tous suivi ça. Et ensuite, la guerre en Ukraine est rentrée. On ne peut pas dire que son mandat ait été, je dirais, connoté par un contexte géopolitique favorable. Et l'Algérie a émergé, elle a rayonné sur certaines activités. Elle est revenue sur la scène internationale. Donc ça veut dire le sommet de la Ligue arabe. Exactement. La réunification des rangs palestiniens.
Exactement. des factions Elle est revenue palestiniennes sur la scène et la internationale. Syrie également. Elle est revenue sur la scène internationale. Et là, on voit bien que le président amorce, j'allais dire, les réformes qu'il n'a pas pu faire pendant la Covid. En profondeur, des réformes en profondeur, parce que c'est des réformes aussi extrêmement importantes et très attendues, aussi bien par les politiques que, que le monde économique, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisque les grandes réformes, c'est la loi sur la monnaie et le crédit. On lève certains tabous et on discute de tout ce qui va ou ce qui ne va pas pour améliorer, bien sûr, la situation actuelle. Alors aujourd'hui, pour vous, est-ce que le regard des Français par rapport à l'Algérie doit impérativement changer? Parce qu'on a vu, dès qu'il y a un petit problème, quelque part, même infime soit-il, il est grossi par les médias français. Et c'est les médias français qui sont les plus suivis parce que la langue française, elle demeure importante dans notre société, même si il y a tendance de changement. Vous n'avez pas une société française homogène, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein. Vous avez des nostalgiques de l'Algérie française et ce sont les premiers à sortir du bois lorsque... Ils sont encore puissants. Ils existent. Ils existent. Et ils existent, et parfois pas seulement dans l'ancienne génération. Il y a une transmission qui a eu lieu. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont majoritaires, hein, mais vous avez aussi des algérianistes, des gens qui sont favorables à l'émergence de l'Algérie telle une puissance et qui veulent que nous ayons des liens fraternels. Il faut s'appuyer sur ces Français-là. Ces Français-là existent. Ils ne sont pas d'origine algérienne, ils sont de toutes les origines possibles, italiennes, espagnoles, il y en a certains qui sont français de souche, comme on dit, et ils sont favorables à l'émergence de l'Algérie, parce qu'ils estiment que nous devons avoir des liens fraternels. Il faut s'appuyer sur ces Français-là, avec la diaspora qui est présente en France. Mais l'exclusion de Benzema était un exemple, hein, et c'était volontaire, on ne voulait pas en faire un deuxième Zinedine Zidane aussi. C'était volontaire, puisqu'on a vu les conséquences qui en ont découlé par la suite. Oui, alors après, vous savez, Benzema, je dirais, c'est la personnalité que l'on connaît, mais dans tous les domaines, que vous avez des femmes et des hommes qui sont freinés dans leur ascension. Voilà. Les autres, on les connaît pas, on les voit pas. Le nombre d'anonymes qui sont freinés dans leur ascension, vous ne les connaissez pas. Bon, on va pas tomber dans la victimisation non plus. En tant qu'Algérien, on a toujours la tête levée. Donc, on a une valeur qui est celle du travail, qui est celle du courage, et l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Donc, ne versons pas dans la victimisation. Mettons en place des mécanismes de solidarité, sans tomber dans un communautarisme séparatiste, parce que ce n'est pas notre culture non plus. Donc, faisons en sorte d'être solidaires entre Algériens, contribuons au développement de l'Algérie et assumons notre double identité. Assumons notre double identité. C'est important ce que je dis là. Assumons notre double identité. Parce qu'il y en a qui se sentent obligés de choisir. Il faut que je critique l'Algérie pour montrer que je suis un bon Français. Et d'autres qui disent je veux renier mes origines, ma nationalité française pour... Non, on est les deux. Nous sommes le fruit de cette histoire dramatique, douloureuse. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde devant. Il faut qu'on dresse des perspectives d'avenir. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Alors, les Algériens établis à l'étranger, une partie intégrante de la nation, sans exclusion aucune aujourd'hui, Monsieur Zeribi. Ah, pour moi, intégrante. Et d'ailleurs, c'est le ressentiment que vous avez aujourd'hui. Ah, moi, je trouve qu'il y a une volonté d'accueil et d'ouverture qui est concrète aujourd'hui. Et il faut aller dans cette direction. Vous savez, vous avez évolué, vous avez indiqué les réformes qui ont eu d'une constitution qui, à un moment donné, empêchait la diaspora d'occuper des responsabilités. Il a été supprimé. Il a été supprimé. Ben, c'est pas un geste mineur. C'est un signal qui est important. Maintenant, quand on dit le code de l'investissement a été révisé, ben, il faut favoriser les investissements des binationaux. En priorité, moi j'ai pas peur de le dire. Vous savez, de l'autre côté de la Méditerranée, qui vous parle de préférence nationale. Ils le font sans complexe. Hein. Ben, pourquoi on ne favoriserait pas l'investissement des binationaux compétents, qui ont des moyens d'investir et qui veulent apporter à leur pays? Ils ne compteront pas ni leur temps, ni leur énergie, ni leur argent pour investir. Alors vous avez beaucoup de questions des auditeurs ce matin, Monsieur Zeribi, pour créer bien sûr cette interactivité. Vous disent l'Afrique aux Africains, l'Algérie c'est la locomotive de l'Afrique, elle doit l'être et le demeurer. Oui. Oui, bien sûr qu'elle doit l'être. Elle doit l'être et elle doit tout mettre en œuvre pour cela. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'implantation d'unités de production qui doivent répondre aux besoins des Algériens. L'Algérie doit gagner en autonomie sur le plan économique, elle doit s'autosuffire à elle-même, mais elle doit aussi être une locomotive pour le continent africain. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique compte beaucoup sur cette grande puissance qu'est l'Algérie. Et nous devons assumer, l'Algérie doit assumer ce statut de puissance.
Alors, il faut bien sûr, aujourd'hui, par exemple, cette question de l'auditeur, plutôt un commentaire, on n'a plus besoin de paternalisme des Français, on a besoin qu'ils nous perçoivent d'égal à égal. C'est important aujourd'hui, monsieur Karim Zeribi, par rapport à cette vision qui doit changer de la France vers l'Algérie. C'est une obligation. La France doit considérer l'Algérie dans une approche gagnant-gagnant, d'égal à égal, et l'Algérie doit sortir, j'ai envie de dire aussi, d'une approche qui est parfois teintée de complexe, il faut le dire, donc peut-être inconscient, il n'y a pas de complexe à avoir. Je veux dire, il y a au contraire à assumer ce qu'est l'Algérie aujourd'hui, un pays fort, puissant, jeune, qui possède des potentialités que peu de nations possèdent. Maintenant, il faut tout mettre en œuvre pour cela. Il faut tout mettre en œuvre et ne pas faire focus sur la relation France-Algérie. Elle est importante, cette relation, elle est historique, elle est culturelle. Donc, tous les Algériens ont un lien de famille avec des Français issus d'immigration algérienne. Et tous les gens issus d'immigration algérienne ont des liens de famille avec l'Algérie. Ok, une fois qu'on a dit ça, l'Algérie est une nation qui doit travailler avec toutes les nations dans le concert des nations à l'échelle mondiale. Mais oui, je vous le dis, aujourd'hui, il doit y avoir une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Il me semble que c'est ce qui a été amorcé lors de la venue d'Emmanuel Macron dernièrement. Et il me semble que c'est ce qui sera concrétisé lors de la venue, de la visite d'État du président Tebboune au mois de juin en France. Voilà. Aujourd'hui, il faut acter cette relation-là. Alors, pour faire émerger, bien sûr, pour émerger, il faut faire confiance aux compétences là où elles se trouvent. Monsieur Karim Zeribi, c'est la question également de l'auditeur. Faire confiance à tous les Algériens là où ils se trouvent. Partout. Faire confiance à tous les Algériens là où ils se trouvent. Regrouper faire confiance, la diaspora. Oui, faire confiance aussi aux Algériens d'Algérie. Moi, j'ai rencontré énormément de jeunes Algériens qui ont la trentaine, 30 ans, 35 ans, 40 ans, très compétents, brillantissimes, qui représentent l'avenir du pays. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur cette génération qui a été formée de belle manière. Et si on arrive à additionner ces compétences, j'allais dire, internes, donc à l'Algérie, cette jeunesse qui ne demande que ça, occuper des responsabilités, avec les compétences de la diaspora, mais ça va faire un cocktail fabuleux. Alors vous avez aussi sur, cette question qui est primordiale aujourd'hui, qui a été prise en charge par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé les représentations diplomatiques à l'étranger à communiquer en permanence avec les membres de la communauté, en mettant bien sûr à leur disposition des numéros verts et des canaux de communication directs ou électroniques pour une prise en charge optimale de leurs préoccupations et la protection de leurs intérêts, protéger leurs intérêts aussi. C'est une question primordiale qui doit être discutée lors de cette visite d'État du président en France. Oui, ça montre que les institutions algériennes aujourd'hui sont à l'écoute et sont prêtes à réagir. On n'est plus dans l'exclusion. Plus dans l'exclusion et je dirais, il y a un mot qui est plus fort peut-être que l'exclusion. L'exclusion, elle se matérialise, elle fait de la peine, mais l'indifférence. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça fait mal, l'indifférence. Quand vous constatez que les Algériens de par le monde ont toujours eu ce lien indélébile, indéfectible avec l'Algérie. Même quand l'Algérie les ignorait, ils restaient attachés à l'Algérie. Alors c'est beau et c'est important qu'aujourd'hui l'Algérie leur envoie des signes positifs, des signes de protection, des signes de volonté, je dirais, de collaboration. Il faut aujourd'hui créer des liens solides avec la diaspora. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Il faut aller dans cette direction au cours des semaines et des mois qui viennent. Je pense qu'on aura aussi des initiatives qui existeront de par la diaspora. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu vent de volonté de créer des ONG installées en Europe, ici ou là, de créer des outils de communication. Et c'est ce qui fera la force de l'Algérie. Et c'est ce qui fera la force de l'Algérie. Et qui défendra ses intérêts partout et une force externe. Oui. C'est très important. Alors vous avez aussi cette question, la question c'est de la libre mobilité des personnes. Est-ce que c'est devenu également une sorte de pression qui est exercée quand on sait qu'on a besoin d'aller et de revenir pour voir, par exemple, pour certains, leurs enfants, leurs parents qui résident en France ou à l'étranger, monsieur Karim Zeribi. Question des visas. Il y a un sujet qui est tabou. Moi, je vous dis la vérité, je suis convaincu, et c'est pas utopique ce que je vous dis, s'il n'y avait pas de visa, il n'y aurait pas de clandestins. Moi, je vous le dis. Parce que les gens, qui a envie de quitter son pays? Qui a envie de quitter sa famille? Qui a envie de quitter ses amis? Personne. Et lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être pas la possibilité d'y revenir. Or, si vous avez une libre circulation totale,
au nom de cette histoire que l'on connaît, en disant, voilà, l'Algérie et la France, c'est des rapports particuliers, on va laisser aller et venir. Il n'y aurait pas de clandestins. Tous les Algériens viendraient en France, voir de la famille, voir des amis, prendraient des initiatives, peut-être sur le plan économique, mais ils reviendraient tous en Algérie. Parce qu'ils aiment leur pays, et c'est toujours une douleur et un déracinement que de le quitter. Or, on n'a pas perçu les flux migratoires de cette manière-là. On les perçoit comme si, effectivement, demain, si on avait une liberté de circulation, toute l'Algérie se viderait et viendrait s'installer en France. Mais c'est un leurre, c'est du grand n'importe quoi. La réalité, elle est que si nous avons aujourd'hui des gens qui obtiennent un visa touristique parfois et qui ne reviennent pas en Algérie, c'est parce qu'ils savent qu'ils attendront peut-être 4 ans, 5 ans pour obtenir un visa touristique et pour voir leur famille. C'est pas normal. On a un problème de ce point de vue. On n'appréhende pas les flux migratoires comme on doit les appréhender. Alors encore une fois, qu'avec certains pays, la France ait des visas, mais tout à fait normal. Avec l'Algérie, elle aurait dû adopter une approche différente. Elle ne l'a pas fait. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous souhaite la bienvenue, Monsieur Zeribi, chez nous. On est honoré de vous recevoir et de vous écouter ce matin sur les ondes d'Alger Chaîne 3. On est très content et on souhaiterait que cette expérience se renouvelle encore une fois. Il vous dit aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de liberté d'expression, on parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui, de la limitation du champ de manœuvre des journalistes. On parle beaucoup également de l'image qui est répercutée de l'Algérie, mais on a tendance à penser que sur les plateaux français, on montre une image faussée de l'Algérie. C'est volontaire également, Monsieur Karim Zeribi, alors qu'on se prétend être un pays de liberté, de démocratie, d'égalité et de liberté d'expression également. Alors moi, je crois que l'image, elle est faussée, évidemment. On est sur des poncifs qui ne reflètent pas ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. À l'évidence, mais ça en arrange certains. Enfermer l'Algérie tel un pays fermé, qui n'évolue pas, qui est en ébullition négative, mais ça en arrange certains. Et on voit bien quand même toutes les manœuvres aujourd'hui pour déstabiliser l'Algérie. Elles ne sont pas mineures, ces manœuvres, parfois de nos voisins, dramatiquement et douloureusement. Donc ça ne fait pas plaisir quand même de voir nos amis, nos frères marocains pactiser avec un régime d'extrême droite israélien. Si encore on avait à la tête d'Israël un gouvernement de gauche qui veuille faire toute leur place aux Palestiniens, on pourrait se dire, il y a une histoire entre les Juifs et le Maroc. Évidemment, il faut l'assumer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils ont pactisé avec un gouvernement d'extrême droite. C'est pas rien, qui colonisent des territoires palestiniens. Et avec ces gens-là, ils sont en train d'avoir des accords militaires aux frontières de l'Algérie. Je vais vous dire, l'Algérie, elle est très conciliante. Elle est gentille. Parce que pour moins que ça, vous auriez des nations qui se seraient, je dirais, quasi rebellées. Donc l'Algérie veut une relation fraternelle avec ses voisins. Et il faut que ses voisins l'entendent. Donc ils seront plus forts s'ils entretiennent une relation saine et fraternelle avec l'Algérie, et pas s'ils entretiennent une relation conflictuelle. Si l'Algérie trouve des difficultés, ses voisins auront de plus grandes difficultés encore. Alors je voudrais aborder aussi avec vous cette question, je vous l'ai posée, la liberté d'expression, c'est un commentaire de l'auditeur, est-ce qu'elle est aujourd'hui réelle et utopique? Parce qu'on a tendance à penser qu'il y a plus de liberté de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que c'est réel ou pas réel quand on voit que l'assassinat de Chahine Abou Akleh est passé quasiment sous silence sur tous les plateaux occidentaux? Ouais, la liberté d'expression, c'est absolument nécessaire, mais c'est un concept aussi avec lequel, en Occident, on s'arrange un peu. Comme la démocratie. Comme la démocratie, parfois. Même si, moi, je remets pas en cause la démocratie telle qu'elle existe, on sait que c'est le régime le moins négatif, le moins mauvais. Mais regardez, par exemple, le sort que l'on réserve en matière de traitement d'informations aux Syriens, comparé aux Ukrainiens. On a parlé aux Palestiniens. On parle tous les jours des Ukrainiens. On a raison de le faire. Ils subissent un envahissement, une guerre et tout. Très bien. Mais on aurait pu faire pareil pour les Palestiniens, on pourrait faire pareil pour les Syriens. Or, on a l'impression que sur l'échelle planétaire, un mort n'en vaut pas un autre, une victime n'en vaut pas une autre. Alors c'est des vies humaines. Et ça, alors que ce sont des vies humaines. Si on est vraiment humaniste, si on est vraiment le pays des droits de l'homme, donc on traite
tous les humains de la même manière, donc sur le même pied d'égalité. Ça n'est pas le cas, c'est dommageable, mais beaucoup s'en rendent compte. Alors, il y a beaucoup d'avantages comparatifs que recèle l'Algérie aujourd'hui pour être un pivot de l'économie internationale, pour être leader au niveau du continent africain, au niveau de la région, puisque l'ambition aujourd'hui, c'est d'adhérer également aux BRICS. Par exemple, le prix de l'énergie qui est extrêmement attractif par rapport aux autres pays. C'est ça que devrait aujourd'hui défendre la diaspora, défendre les avantages comparatifs que recèle l'Algérie pour booster les investissements également. Elle a une lourde mission de ce côté-là également, Monsieur Zerimi. La dernière question est rapidement, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Moi, je crois que la diaspora la diaspora, son rôle, c'est de porter la voix de l'Algérie réelle. C'est de lutter contre les pensées négatifs. L'Algérie réelle et l'Algérie nouvelle. En rupture avec les pratiques antérieures. En rupture avec les pratiques antérieures et lutter contre ces préjugés qui sont bien enracinés. Et dire ce que sont les Algériens. Et dire ce qu'est la politique algérienne. Et vous dire où va l'Algérie. Parce que vous avez un discours très optimiste. Mais heureusement que je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je suis conscient et lucide des potentialités de ce grand pays. J'espère que vous l'êtes aussi. Rassurez-moi, Sola. Oui. Rassurez-moi. Oui. J'espère que vous l'êtes aussi. Je veux dire, donc, si nous ne sommes pas optimistes dans ce contexte de déclin, encore une fois, de modèle que j'évoquais tout à l'heure et de nations qui dominaient, la place et l'espace existent pour l'Algérie. Donc il faut que l'Algérie occupe cet espace sans complexe. Monsieur Karim Zeribi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Bon retour également. Merci Au revoir, beaucoup. à bientôt. Au revoir. Demain.